Aujourd'hui, prépare-toi à découvrir une fable où ça balance, ça complote, et où un singe se prend pour un roi. Oui, on parle bien du renard, du singe et des animaux de notre cher Jean de La Fontaine. Imagine une élection royale en mode jungle, avec des débats, des blagues, et surtout, des scandales. Ça sent la télé-réalité avant l'heure, non? Clairement, Julia. Entre un singe élu roi parce qu'il fait rire tout le monde et un renard qui joue les stratèges en mode House of Cards, on a une vraie leçon sur le pouvoir, la jalousie et les pièges politiques. En gros, La Fontaine avait tout compris avant tout le monde. Et comme d'habitude, on ne va pas juste te raconter l'histoire. On va décortiquer la fable, la comparer à nos vies modernes et bien sûr, faire un peu de gossip sur le singe et le renard. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Le renard, le singe et les animaux. Les animaux, au décès d'un lion, en son vivant prince de la contrée, pour élire un roi s'assemblèrent, dit-on, sur l'herbe d'une large plaine ombragée. De son mieux chacun s'avisa d'y porter ses vœux et d'y dire sa pensée. Le singe fut élu, tout sembla fort bien, mais un renard, envieuse âme, étant seul avec lui dit « Si ton règne durait autant qu'il plaît à ton peuple aujourd'hui, c'en serait fait, vois-tu, de la race des animaux, elle irait de mal en pis. » Pour prouver sa raison, il étala sous sa patte une viande. « Voyez ce que votre roi a fait, dit-il au peuple. » Le singe condamna le renard, et l'assemblée applaudit. On le renvoya, non sans rire et gaieté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est un vrai théâtre en plein air, version animaux. Le roi lion claque soudainement. Et là, c'est la panique. Qui va prendre sa place? Les animaux organisent une sorte d'élection. Oui, une élection chez les animaux. Pourquoi pas? On imagine un petit débat télévisé entre la girafe, le crocodile et le singe. Et là, surprise générale, c'est le singe qui est élu roi. Pourquoi? Parce qu'il est drôle, charismatique, et apparemment, il sait captiver son audience. Bref, c'est le stand-up qui l'a fait gagner. Mais oui, Julia, c'est toujours la même histoire. Les blagues passent avant la compétence. On connaît ce genre de roi, non? Celui qui amuse tout le monde en soirée, mais qui est incapable de gérer un vrai problème. Le singe, c'est clairement le gars qui arrive à un entretien d'embauche avec une blague sur les chaussettes dépareillées, et ça passe. Mais attends, il y a un hic. Et ce hic, c'est le renard. Ah, le renard. Toujours là pour remettre les pendules à l'heure. Lui, il regarde le singe monter sur le trône avec son sourire et ses blagues, et il se dit « Non mais sérieux, ce clown, roi !» Alors il prépare sa petite vengeance. Et pas n'importe laquelle. Il met au point un plan diabolique. Diabolique, mais simple. Le renard, en mode inspecteur gadget, sort une preuve en carton. Un bout de viande qu'il avait soigneusement caché. Il accuse le singe d'avoir volé la viande et l'expose devant tout le monde. Et là, panique chez le roi singe. Il ne réfléchit pas 2 secondes, il condamne le renard. Mais, surprise, les animaux se marrent. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que tout ça, c'était une mise en scène ridicule. Résultat, le singe est ridiculisé et son règne s'effondre en moins de temps qu'il ne faut pour dire banane. Avoue, c'est quand même hilarant. Le singe, il pensait qu'être roi, c'était juste une question d'être aimé et drôle. Mais il oublie un truc. Le pouvoir, ça attire toujours des jaloux. Et le renard, lui, c'est le gars qui bosse dans l'ombre, qui observe tout le monde et qui attend juste le moment parfait pour frapper. Et le pire, c'est que ça marche à tous les coups. Le renard n'a même pas besoin d'un plan compliqué. Il sait que le singe, avec son arrogance et son manque de réflexion, va se tirer une balle dans le pied tout seul. Et le public, ils adorent le spectacle. Ils rigolent, ils se moquent et ils passent à autre chose. Bye bye, le roi singe. En vrai, c'est un peu comme dans une télé-réalité. Le mec qui se fait élire chef de l'équipe parce qu'il fait rire tout le monde, mais dès qu'il faut prendre une vraie décision, il se plante. Et là, le stratège du groupe, qui n'attendait que ça, le dégage avec un sourire en coin. C'est du génie, non? Génie pour le renard, humiliation pour le singe. Moralité, le charisme et les blagues, c'est bien pour être populaire, mais si tu n'as pas un minimum de stratégie derrière, tu finis par te faire dévorer, ou huer. Et voilà, une petite leçon de politique version La Fontaine. Si tu veux être roi, prépare-toi à affronter des renards. Sinon, reste dans ton arbre avec tes bananes. Alors, pour comprendre le renard, le singe et les animaux, il faut se replonger dans l'époque où Jean de La Fontaine écrivait ses fables, le XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. C'est une période fascinante, pleine de faste, mais aussi de rivalité. À cette époque, tout tourne autour de la cour royale. Louis XIV, alias le roi Soleil, est au sommet de son pouvoir.
et il incarne à lui seul l'État. L'État c'est moi. Comme il aurait dit, ou pas, on débat encore. Bref, le roi est tout, et autour de lui, les courtisans se battent pour briller. Et là, imagine la cour de Versailles comme une gigantesque jungle. Chaque noble, chaque courtisan, c'est un animal prêt à tout pour obtenir une faveur royale. Les flatteries, les intrigues, les coups bas, tout ça, c'était monnaie courante. En gros, c'était Game of Thrones, mais en perruque poudrée et sans dragon. Et La Fontaine, il observait tout ça avec son regard acéré. Ces fables, ce sont des mini-portraits de son époque, mais déguisés sous des traits d'animaux. Exactement. Dans cette fable, le singe représente ces figures qui arrivent au sommet grâce à leur charme ou leur humour. À l'époque, il y avait beaucoup de courtisans qui gagnaient la faveur du roi en étant drôles ou divertissants. C'étaient les amuseurs, ceux qui faisaient rire Louis XIV pendant les banquets. Mais le problème, c'est qu'une fois leur petit numéro terminé, ils n'avaient souvent aucune compétence pour gérer les affaires sérieuses. Et le renard, alors? Oh, lui, c'est le courtisan rusé. Celui qui ne fait pas forcément de bruit, mais qui observe tout. Il sait exactement où frapper et quand frapper. C'est le type de personnage qui attend patiemment que son rival se plante pour lui subtiliser sa place. À Versailles, il y avait des tonnes de renards, prêts à tout pour un peu de pouvoir. Et La Fontaine, avec sa plume, leur rend hommage. Ou plutôt, il les dénonce, toujours avec malice. Ce qui est génial, c'est que cette fable, elle fonctionne comme une critique à plusieurs niveaux. D'un côté, La Fontaine se moque des singes, qui pensent que le charisme suffit pour gouverner. Mais de l'autre, il dénonce aussi les renards, ces manipulateurs qui profitent des failles des autres pour avancer. C'est une sorte d'équilibre ironique. Personne n'est épargné, ni les naïfs, ni les calculateurs. Mais il faut aussi se rappeler que La Fontaine écrivait à une époque où il ne pouvait pas critiquer directement la monarchie ou Louis XIV. Les fables étaient un moyen subtil de contourner la censure. En utilisant des animaux, il pouvait se permettre de pointer du doigt les travers de la société, sans risquer de finir en prison ou pire. C'est pour ça qu'il est resté si populaire. Il disait tout sans jamais vraiment le dire. Et cette critique, elle ne s'arrête pas à la cour. Elle touche aussi le peuple. À l'époque, les nobles avaient souvent l'apparence de tout contrôler, mais ils étaient souvent déconnectés des réalités. Le singe, c'est aussi cette figure du dirigeant qui plaît au public, mais qui manque de profondeur. Et le renard, c'est l'opposant rusé qui sait que le pouvoir basé sur les apparences finit toujours par s'effondrer. En fait, le renard, le singe et les animaux, c'est une leçon politique intemporelle. À travers cette petite fable, La Fontaine nous dit « Attention à qui vous donnez le pouvoir ». Ce n'est pas parce qu'une personne est populaire ou charismatique qu'elle est capable de diriger. Et méfiez-vous des manipulateurs qui travaillent dans l'ombre, parce qu'ils sont souvent les plus dangereux. Et ce qui est fascinant, c'est que ces dynamiques de pouvoir, elles sont toujours là aujourd'hui. Que ce soit dans la politique, dans les entreprises ou même dans les groupes d'amis, il y a toujours des singes qui brillent en surface et des renards qui tirent les ficelles en coulisses. La Fontaine, il avait tout compris avant tout le monde. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Avec ses petites histoires animalières, il nous parle de son époque, mais aussi de la nôtre. Mais pourquoi La Fontaine a-t-il choisi un singe et un renard pour raconter cette fable? Parce que, franchement, ça aurait pu être n'importe quel duo d'animaux, non? Alors, pourquoi eux? Bonne question, Julia. Le choix des animaux chez La Fontaine n'est jamais un hasard. Il leur donne des traits très spécifiques pour qu'on comprenne immédiatement quel genre de personnage ils représentent. Et ici, le singe et le renard, c'est du génie. Commençons par le singe. Dans plein de cultures, le singe est vu comme un animal drôle, espiègle et plein de ressources. Il est agile, malin, mais il a aussi ce petit côté vaniteux. En gros, c'est le clown de la jungle. Tout le monde l'aime parce qu'il sait comment amuser la galerie. Mais c'est justement ça son problème. Être amusant, c'est cool pour gagner des votes, mais ce n'est pas suffisant pour gouverner. Imagine un stand-upper élu président. Ok, il te fera rire pendant les réunions, mais dès qu'il y a une crise sérieuse, il fait quoi? Exactement. Le singe, c'est le roi du moment. Celui qu'on choisit parce qu'il plaît à tout le monde sur le coup, mais qui n'a pas les épaules pour gérer les vraies responsabilités. Il incarne ce type de leader qu'on retrouve encore aujourd'hui. Charismatique, populaire, mais parfois un peu creux. En plus, il a un énorme ego. Le renard l'a bien compris et joue là-dessus pour le faire tomber. Et maintenant, passons au renard. Ah, le renard. Depuis toujours, c'est l'incarnation même de la ruse et de la stratégie. Dans les contes, dans les mythes et même dans les dessins animés, il est toujours celui qui observe, qui attend son moment et qui agit pile au bon moment pour avoir le dessus. Le renard, c'est un peu l'anti-héros parfait.
Il n'a pas besoin de muscles ni de popularité. Il sait que tout se joue dans les coulisses. Ici, il regarde le singe se pavaner sur son trône et il se dit « Vas-y, amuse-toi, moi, je prépare ton coup de grâce. » Et c'est exactement ce qu'il fait. Ce qui est fascinant, c'est que le renard agit comme une sorte de détective machiavélique. Il sait où chercher les faiblesses du singe, il prépare son plan avec soin et il frappe au bon moment. Pas besoin de confrontation directe, une simple manipulation suffit pour ruiner la réputation du roi. Et c'est pour ça qu'on retrouve autant de renards dans les histoires. Ils sont fascinants parce qu'ils montrent que l'intelligence et la stratégie peuvent battre la force ou la popularité. Pas étonnant que La Fontaine ait choisi cet animal pour incarner le manipulateur par excellence. Et tu vois, ce duo singe-renard fonctionne tellement bien parce qu'ils sont des opposés. Le singe, c'est l'apparence, la légèreté, le plaisir du moment. Le renard, c'est la profondeur, la réflexion, et parfois même une certaine cruauté. Leur affrontement, c'est celui de la surface contre la stratégie. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve ce genre de duo partout, dans les films, les séries, les livres et même dans la vraie vie. Le singe, c'est le chef qui brille en public, et le renard, c'est celui qui tire les ficelles dans l'ombre. La Fontaine nous rappelle que ce sont souvent les renards qui finissent par gagner, même si, sur le moment, on ne les voit pas venir. Alors, est-ce que La Fontaine aurait pu choisir d'autres animaux? Peut-être. Mais franchement, le singe et le renard, c'est un duo tellement parfait qu'on ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Ils nous parlent d'eux, mais surtout, ils nous parlent de nous. En gros, La Fontaine savait que ces deux animaux allaient traverser les siècles. Et il avait raison. On les retrouve encore aujourd'hui dans nos histoires, dans nos politiques et parfois même dans nos propres vies. Alors, c'est quoi la morale de cette fable? Jean de La Fontaine nous fait un petit cours magistral sur le pouvoir, les apparences et surtout, la stratégie. Et spoiler, il ne fait pas de cadeau ni aux singes ni aux renards. On pourrait résumer ça en une phrase, le pouvoir c'est bien, mais si tu ne sais pas gérer, tu finis dans le chaos. Le singe a été élu roi parce qu'il était drôle et charismatique. Mais ce n'est pas parce que tout le monde t'aime aujourd'hui que tu seras un bon leader demain. Exactement. La Fontaine nous dit « Attention à ne pas confondre popularité et compétence. Le singe plaît à tout le monde parce qu'il fait des blagues, mais quand il s'agit de gouverner, il est complètement dépassé. » Et c'est là que le renard intervient, il profite des failles de son adversaire pour le faire tomber. La Fontaine nous rappelle que le pouvoir basé uniquement sur les apparences est pour fragile. Si tu es là juste parce que tu es populaire ou charismatique, tu es une cible facile pour quelqu'un de plus malin ou de plus stratégique. C'est un peu comme ces candidats dans les émissions de télé-réalité. Ils sont adorés pendant un temps, mais dès que quelqu'un sort un scandale ou une vidéo compromettante, c'est fini pour eux. Exactement. Le singe, c'est le roi des réseaux sociaux, avant l'heure. Il a les likes, les followers, mais pas la profondeur ni la vision pour tenir le coup quand ça se complique. Et le renard, c'est le troll intelligent qui sait exactement comment le déstabiliser. Et c'est là qu'intervient le deuxième message de La Fontaine. La stratégie, c'est la clé. Le renard ne fait pas juste tomber le singe parce qu'il est jaloux. Il planifie tout. Il observe, il attend et il frappe au bon moment. Le message est clair. Dans un monde où tout le monde veut être au sommet, celui qui réfléchit, anticipe et agit avec finesse a toujours un coup d'avance. La Fontaine, c'est un peu le Sun Tzu du XVIIe siècle avec ses petites fables. Il te dit, le pouvoir, c'est comme une partie d'échecs. Si tu n'as pas de stratégie, tu es condamné à perdre. Et c'est une leçon intemporelle. Regarde aujourd'hui, dans la politique, dans les entreprises, même dans les relations humaines, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus visibles ou les plus aimés. Ce sont souvent ceux qui travaillent dans l'ombre, comme le renard. Et puis, il y a ce troisième message, un peu plus cynique, le pouvoir, c'est instable par nature. La Fontaine nous dit que même si tu es aimé aujourd'hui, tout peut basculer demain. Un adversaire plus rusé, une erreur, et tu perds tout. C'est un peu comme si La Fontaine te disait « Ne te repose jamais sur tes lauriers ». Même les plus grands rois doivent se méfier des intrigues, des coups bas et des ennemis cachés. Le singe, lui, a cru que son humour suffisait. Grosse erreur. Et c'est aussi un avertissement pour ceux qui veulent monter trop vite. Si tu ne construis pas ton pouvoir sur des bases solides, il ne tiendra pas. Le singe a été élu sur un coup de tête collectif, et il en a payé le prix. Enfin, il y a une critique des renards de ce monde. Oui, ils sont rusés, oui, ils savent jouer le jeu. Mais leur ruse a un prix. Elle détruit la confiance, elle divise, et elle laisse souvent un vide derrière eux. La Fontaine ne glorifie pas le renard. Il montre juste qu'il est efficace, mais pas forcément admirable. En gros, La Fontaine te dit que les renards peuvent gagner,
Mais à quel prix? Leur victoire repose souvent sur la manipulation et la trahison. Et ça finit toujours par se retourner contre eux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, ne te fie pas aux apparences. Ce n'est pas parce que quelqu'un est populaire ou charismatique qu'il est compétent pour diriger. Deuxièmement, si tu veux réussir, travaille ta stratégie. Regarde autour de toi, comprends tes adversaires et agis au bon moment. Le monde appartient à ceux qui réfléchissent avant d'agir. Et troisièmement, méfie-toi des renards. Ce sont des adversaires redoutables, mais leurs victoires sont souvent éphémères. Le vrai pouvoir, c'est de trouver un équilibre entre charisme, compétence et stratégie. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé avec le singe et le renard, revenons à notre époque. Parce que soyons honnêtes, cette histoire pourrait se dérouler aujourd'hui, dans un bureau, sur un plateau télé ou même sur Twitter. Exactement, Julia. La Fontaine avait une capacité incroyable à décrire des situations universelles. Le renard, le singe et les animaux, c'est la lutte pour le pouvoir qui existe partout, en politique, au travail, dans les amitiés et même dans les réseaux sociaux. Prenons la politique. Les élections, les campagnes, c'est clairement la version moderne de cette fable. Tu as des candidats qui brillent par leur charisme, qui promettent monts et merveilles, mais qui, une fois élus, peinent à gérer les responsabilités. Et derrière eux, il y a toujours un renard ou deux, des conseillers, des stratèges ou des opposants qui attendent patiemment la moindre erreur pour frapper. Leur arme, une polémique bien placée, une phrase sortie de son contexte ou un bon vieux scandale. Et on a vu ça des milliers de fois. Le singe d'aujourd'hui, c'est le candidat qui se fait élire grâce à des slogans accrocheurs et des photos bien léchées. Le renard, c'est celui qui agit dans l'ombre, qui déterre des dossiers et qui finit par faire tomber le roi. Et dans les entreprises, c'est exactement pareil. Imagine une réunion où on choisit un nouveau chef de projet. Tout le monde vote pour le collègue sympa, celui qui raconte des blagues et qui offre des croissants le matin. Mais, est-ce qu'il est vraiment prêt pour le job? Et là, entre en scène le renard du bureau. Celui qui a gardé un dossier sous le coude, qui connaît les failles de tout le monde, et qui, au moment opportun, balance un petit « il manque une compétence importante à notre nouveau chef ». Et bim, la dynamique change. Et soyons honnêtes, on connaît tous un renard au boulot, non? Celui qui ne parle pas beaucoup, mais qui sait exactement où frapper pour grimper les échelons. Mais le meilleur exemple, c'est peut-être les réseaux sociaux. Combien d'influenceurs deviennent des rois grâce à leur popularité? Ils accumulent des millions d'abonnés, des likes, des collabs, mais un seul faux pas, et c'est fini. Le singe sur les réseaux, c'est celui qui pense qu'il suffit d'avoir une belle image pour régner. Mais le renard, lui, c'est le troll, le hater stratège, ou pire, le concurrent jaloux qui sait comment exploiter une petite polémique pour tout faire basculer. Et le public, c'est un peu comme les animaux de la fable, toujours prêt à applaudir un nouveau roi, mais aussi à rigoler quand il tombe de son trône. On adore voir les idoles monter, mais on ne rate pas une occasion de les voir chuter. Et si on parle de pop culture, là aussi, cette fable est partout. Prenons des séries comme Game of Thrones. Combien de rois, de reines ou de leaders ont été renversés par des intrigues bien ficelées? Exactement. Dans Game of Thrones, le singe, c'est Robert Baratheon. Charismatique mais complètement déconnecté des réalités du pouvoir. Et le renard, c'est Littlefinger ou Varys. Des stratèges qui manipulent tout le monde en coulisses pour atteindre leurs objectifs. Et dans les animés, c'est pareil. Dans Naruto, Danzo est un parfait renard. Il agit dans l'ombre, manipule les autres pour servir ses propres intérêts, et finit par déstabiliser tout le système. Le singe, c'est souvent celui qui se retrouve au sommet par chance ou charisme, mais qui manque de préparation. Ce que La Fontaine nous dit avec cette fable, c'est que peu importe l'époque ou le contexte, le pouvoir reste un jeu d'équilibres instables. Si tu n'es pas prêt à te battre pour garder ta place, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et surtout, il nous rappelle qu'être aimé ne suffit pas. Dans un monde où tout le monde veut être roi, la vraie clé, c'est de trouver un équilibre entre charisme et stratégie. Parce que sans ça, le renard finira toujours par gagner. En gros, aujourd'hui comme en 1678, la vie est un théâtre. Les rôles changent, mais les intrigues restent les mêmes. Et La Fontaine, avec ses animaux, nous le rappelle mieux que personne. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage avec le singe et le renard. Une fable qui nous rappelle que le pouvoir, c'est comme une banane, facile à attraper mais glissant si tu ne fais pas gaffe. Exactement, Julia. Le singe, c'est le roi du show. Mais il oublie que pour régner, il faut plus que des blagues. Et le renard? Ah, lui, c'est le maître du timing, toujours prêt à frapper là où ça fait mal. Alors, toi, tu te sens plus singe ou renard? Dis-nous tout en commentaire. Et rappelle-toi, dans le grand théâtre de la vie,
Il vaut mieux être un stratège qu'un clown. Ou mieux, un peu des deux. Et surtout, abonne-toi à La Fontaine réinventée. Parce que La Fontaine, c'est drôle, c'est profond, et avec nous, c'est toujours un peu rock'n'roll. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure avec nos amis les animaux. À bientôt les stratèges et les rêveurs. Et n'oubliez pas, les blagues, c'est cool, mais les plans, c'est